Bonjour les lutétiens, bienvenue dans l'After Lutèce, la seule émission qui dit tout haut ce que vous pensez tout bas, bande de petits coquins. Et oui, comment on se retrouve, vous pensiez que je vous avais oublié, mais non, mais évidemment que non. Maintenant vous le savez, j'ai eu des problèmes, de petits problèmes de voiture qui m'ont fait que j'avais la flemme, tout simplement. Non, il y a beaucoup d'éléments, de critères qui sont rentrés en ligne de compte sur le fait que cette vidéo arrive un petit peu en retard. Et bah ouais, du coup, on va faire une compilation des 3 premières journées de notre championnat. Et on verra très vite, je vais vous exposer tout ce qui s'est passé sur ce début de saison 2024-2025. Ben oui, ça avance vite le temps, ça avance vite. Et bah en effet les gars, vous le savez très bien, il s'est passé des choses depuis ce début de saison. Énormément de choses. C'est que la dernière vidéo, elle remonte un petit peu, hein, on est d'accord. J'avais pas fait d'analyse spécifique pour chacune des premières journées. Bon voilà, manque de temps, tout simplement, manque de temps, qu'est-ce que vous voulez. En réalité, je voulais faire un tir groupé J1, J2, parce que je me disais la première journée, bon, il n'y aura pas énormément d'enjeux et pas énormément de leçons à tirer d'une seule première journée du championnat. En fait, voilà, je voulais faire J1, J2. Mais comme certaines rencontres de la J2 se terminaient tard et que la J3 était quasiment terminée, je me suis dit, bon, je vais peut-être faire J1, J3 dans son ensemble. Et puis là, la panne de bagnole est arrivée, voilà. Je vous raconte ma vie, c'est comme ça. En réalité, je pense que j'ai bien fait car vous le savez bien, l'actualité aujourd'hui est brûlante à la Lutèce. Ici, on fait pas dans la langue de bois. Vous le savez bien, je fais jamais dans la langue de bois. Et je vais vous le dire, l'ambiance, elle est pas géniale en ce début de saison, hein. Ne nous mentons pas, ne nous voilons pas la face. C'est pas top, je trouve, au niveau de l'ambiance. Je ne vais pas faire non plus un listing de tout ce qui va mal et pointer un tel ou un tel du doigt, ça ne sert à rien. Mais entre la saisie des feuilles de match un peu fait à l'emporte-pièce, les oublis de réservation de table ou de paiement des consos à la revanche, les matchs qui se passent mal, les matchs en retard, auxquels s'ajoutent des éléments externes mais qui influent sur l'ambiance générale, je trouve, de la compétition, comme les petites animosités entre certains lors de la fameuse élection du sélectionneur de l'équipe de France, comme si c'était un événement interplanétaire. Franchement, même il y a certaines inimitiés avérées qui sont apparues. Bon, même si ça, on peut pas vraiment l'éviter dans un championnat avec autant de monde, disons que je sens que l'ambiance, elle est pas top, voilà, en ce début de saison. Elle est un peu lourde, elle est assez pesante, je trouve. Bon, c'est pas la première fois que ça arrive, ni la dernière, mais en réalité, je vous le dis clairement, je vous le dis que là, je trouve ça assez chiant. En vrai, je trouve ça assez chiant. Alors, vous savez, c'est pas mon genre, je vais pas faire de grands discours moralisateurs, c'est pas mon genre du tout. Déjà, j'ai aucune légitimité pour ça. Puis de toute façon, on est tous des grands garçons, donc vous faites ce que vous voulez, hein. En vrai. Alors, je vais juste paraphraser ma femme, hein. Quand elle commente, quand je joue, ou que je reviens à la maison après un match où ça s'est passé plus ou moins bien. Elle me dit, bah, de quoi tu t'excites? Tu pousses juste des petits bonhommes en plastoc et en lançant les dés, quoi. C'est tout. Voilà. C'est tout. Mais en réalité, c'est ça le Blood Bowl. Et j'aime ça, moi, pousser des petits bonhommes en jetant les dés. Puis et surtout, ce que j'aime, c'est faire des analyses derrière. Et bien, donc, voilà. Rentrons dans le vif du sujet, faisons l'analyse des 3 premières journées de notre championnat. Et je laisse de côté toutes les petites polémiques qui servent à rien. Parce que pour le coup, au niveau des stats et du jeu lui-même, il s'est passé énormément de choses. Et donc voilà, je voulais revenir là-dessus, surtout dans cette vidéo. Alors je voulais quand même rappeler à titre liminaire qu'on a une saison particulière cette année, car elle voit le retour en force des équipes Minus, 6 équipes Minus, dont 2 équipes Snotling. Et forcément, vous pouvez vous l'imaginer immédiatement, ça influe énormément sur les stats, et notamment sur les stats de violence, hein. Mais on va voir qu'on peut faire des comparatifs avec les saisons précédentes. Donc on va jeter un regard détaillé évidemment d'abord sur les statistiques générales, ensuite on fera un tour grâce notamment à Courchevel sur les stats par race, et enfin on fera évidemment un point général global du tableau des chasseurs, et ça c'est grâce à Scarabée qui nous a pondu sur le site un petit onglet qui est juste génial. Merci Scarabée. Allez, tout de suite les stats générales.
Bon, les stats générales, on va faire un tour. Chacune des stats, touchdown, défense, les passes, la violence, les agressions, le public, etc., etc. Et on finira par l'expérience. Vous connaissez maintenant la rengaine. Donc commençons par le plus important, à savoir les touchdowns. 58 touchdowns en J1, c'est peu. C'est 1,03 de moyenne par équipe. C'est famélique. En réalité, c'est famélique sur l'ouverture du championnat. C'était bien meilleur en J2 avec 67 touchdowns au total, soit 1,19 de moyenne par team. Et ça stagne en J3 avec 65 touchdowns, soit 1,16 en moyenne par équipe. Alors au niveau purement comptable, l'ouverture de la saison, c'est catastrophique. Sincèrement, je compare ça, les 1,03 de moyenne, avec les 1,1 TD de moyenne de l'ouverture du championnat de l'année dernière. Vous voyez, l'écart est juste immense. Après, les 1,19 de la J2 sont pour le coup un score bien meilleur que la J2 de l'année précédente. On était à 1,8. On est quasiment à la même moyenne, mais on fait mieux. 1,9 sur la J2 cette année. Et du coup, les 1,16 de moyenne de la troisième journée, c'est un score très honorable en vérité. On peut dire qu'on lave un peu le déshonneur en termes de spectacle offensif de l'ouverture du championnat. Alors au niveau des rosters, c'est évidemment les Skaven qui dominent les débats avec une moyenne de 1,66 touchdowns par équipe et par match. C'est loin devant tous les autres rosters, même très loin. Même si en réalité, c'est pas fameux pour ce roster ultra rapide et caractérisé par une facilité de scorer quand même qui est importante. Par contre, les plus mauvais, pour l'instant, sur les 3 journées, c'est les OELF. Ils ont fait une bulle sur les 2 premières journées. Aucun touchdown marqué en 4 matchs, aux 4 premiers matchs du championnat. Au final, ils en marquent quand même quelques-uns en J3. Ça fait une moyenne de 0,5 touchdown par équipe et par match, soit 1 touchdown tous les 2 matchs pour les OELF. C'est vraiment nul déjà, n'ayons pas peur des mots. Et puis c'est surtout très singulier, très spécifique pour ce roster d'habitude très adroit et qui n'a pas de difficulté à marquer. Donc c'est vraiment affligeant pour le coup pour les OELF. Mais vous verrez, c'est pas les seuls qui ont un début de saison en deçà des espérances, on va dire, pour être gentil. Après, ça veut aussi dire que les défenses avaient assuré un début de saison. Et pour le coup, d'une part, ce sont les unis représentés polyvalents, et surtout les Snotling qui se distinguent. Déjà, les unis représentés polyvalents, c'est les humains et l'Alliance du Monde, 0,33 touchdowns d'encaissés par match. Qui avait dit que l'Alliance du Monde, c'était pourri, hein? Bon, ok. Les deux équipes, enfin les 2 rosters, Humain et Alliance, ont été coachés, draftés par sont coachés et ont été draftés par des coachs très expérimentés. Il n'empêche que 0,33 touchdowns en moyenne par match d'encaissé, c'est juste extraordinaire comme performance. Et juste derrière, il y a les Snots qui arrivent, mais vous voyez, l'écart est immense déjà entre les Snots et l'Alliance et les humains, donc les unis représentés polyvalents. Les Snotlings, c'est 0,66 touchdowns d'encaissés par match. Donc déjà, c'est dingo la perf des Snotlings, mais on voit déjà l'écart entre eux et les unis représentés polyvalents. Déjà, les Snotlings, c'est juste dingue parce qu'on ne les connaissait pas pour leur efficacité défensive. Donc, on va dire que c'est encore une fois la grinta et le talent de Nick Cap et le propre là, qui s'expriment dans leurs meilleures œuvres. Cette fois-ci défensivement, et ils sont rejoints là-dessus, il faut le souligner aussi, par Asmogi et Pagnols aussi, qui perfent de malade sur le début de saison. Par contre, ceux qui ne s'y distinguent pas, on parlait des rosters dans la difficulté, c'est évidemment les Hommes Lézards. Les Hommes Lézards, c'est 2 touchdowns encaissés par match en moyenne, les gars. 2 touchdowns. C'est proche d'un début de saison plus que catastrophique pour les Hommes Lézards. Bon, je l'avais quand même prévu. J'avais dit, attention, Manu et Nico, ça risque d'être dur pour eux en début de saison. Bon, après, quand on regarde l'équipe de Manu, comment elle s'appelle déjà? Les Soudoués, je crois. Bon. Après, voilà, ça explique peut-être cela. Alors, passons aux passes maintenant. Toujours la même rengaine, j'utilise toujours les mêmes blagounettes linguistiques. Passons aux passes, c'est nul en fait. C'est nul, je n'y dirai plus jamais. Bon, rappelez-vous, les passes l'année dernière, c'était catastrophique. J'avais dit au niveau passes, c'était catastrophique. Eh bien, vous savez quoi ? C'est pire encore. Cette année, c'est pire encore. 0,26 passes en moyenne sur la première journée. C'est une passe effectuée tous les 4 matchs.
La stat, elle parle pour elle-même. C'est un peu mieux en J2 avec 0,37 passes en moyenne par match. Et c'est toujours très loin de la moyenne des saisons précédentes. On était plutôt autour de 0,5, une passe tous les 2 matchs. Là, c'est une passe tous les 4, voire une passe tous les 3 matchs. Donc voilà, vous comprenez l'immense écart qu'il y a entre cette année et les saisons précédentes en défaveur de cette saison. Alors la J3, elle permet de redresser un petit peu la barre parce qu'avec 30 passes au total, on a enfin une moyenne qui se rapproche de celle des saisons précédentes. On est à 0,53 passes en moyenne par équipe et par match sur la J3. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Comme même les OELF ne veulent pas faire trop de passes, forcément, c'est compliqué de performer sur cette stat-là. Alors, il y en a un qui fait énormément de passes, et SSB, c'est Zergon, et SSB qui fait aucune passe. Donc voilà. Donc même les OELF, ils hésitent à faire des passes. Après, il n'empêche que les OELF quand même dominent les débats. Ils font 1,66 passes en moyenne par match. Mais encore une fois, c'est dû uniquement, essentiellement à Ed Zergon qui s'amuse dans ce jeu-là. Parce qu'il a un peu de mal. C'est le seul jeu où il s'amuse parce qu'il a un peu de mal à marquer et gagner ses matchs. Mais au moins, il fait des passes. Au moins ça pour sauver l'honneur et laver l'affront des OELF. À noter que avant la J3, on n'avait qu'une seule déviation réussie en 2 journées. Une seule déviation en 2 journées. Bon, c'était assez classique. Et puis arrive la J3. La J3, c'est 3 déviations et une interception, rien que sur cette journée-là. Et c'est quasiment que sur un seul match. Et voilà. Voilà les matchs qu'on a. Fracasse contre la Blatte. Nain du chaos contre Slan. 3 déviations. 3 déviations en un seul match. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les mecs ? Quand on voit des matchs comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En plus, j'étais à la table à côté. Je me disais, mais pourquoi ils font des passes ? Enfin bref. Merci les gars. Merci de nous montrer une autre manière de jouer au football. Merci de nous montrer le côté avant-gardiste, le côté fantasmagorique de ce jeu. Bravo les gars. Bravo. C'est grâce à vous qu'on a des anomalies comme ça à Blood Bowl. J'ai rien à dire là. On s'efface devant tant de talent. On fait des courbettes et on vous applaudit. Bravo les gars. Non, en vrai non. Arrêtez de faire des passes. Arrêtez d'essayer de faire des passes plutôt. Quant à l'interception, c'est Martoni et Luix qui la réussissent contre le pauvre Alaric. Alaric qui s'essaye aussi à la passe en Scavone, parfois ça rate. Voilà, les vampires, oui, ils ont 4 d'AG, donc c'est plus facile d'intercepter. Donc voilà, mais bravo à Martoni et Luix d'avoir réussi cette interception, la seule et l'unique pour l'instant en 3 journées. Bon, passons au truc qui vous intéresse plus, à savoir la violence. Et oui, d'abord les sorties, et ça, c'est un domaine dans lequel la Ligue brille. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas de votre part, bande de bourrins lutétiens. On est à 101 sorties au dé de blocage, 101 sorties sur la première journée, c'est 1,8 de moyenne par équipe. Le score est très bon, c'est juste génial pour l'ouverture du championnat. Alors forcément, toujours la même rengaine, c'est dû au fait qu'il y a quand même 6 équipes Minus, dont 2 équipes Snotling engagées cette saison. Ne faut pas l'oublier non plus. Après, il faut dire que l'année dernière, on était sur une moyenne vraiment pas mauvaise de 1,68 sorties par équipe sur la première journée, alors qu'il y avait beaucoup moins de Minus. Le chiffre de 1,8 sorties au dé de blocage sur l'ouverture du championnat, il faut le comparer en réalité avec la moyenne de sorties de l'ouverture du championnat d'il y a 2 ans. À l'époque, il y avait également 56 coachs, 6 équipes Minus, dont 2 équipes Snotling d'engagés. C'est en vrai, le comparatif, c'est ce que je vous disais en début de la vidéo, le comparatif de cette saison doit se faire avec la saison 2022-2023, c'est ça ? Enfin, il y a 2 ans, quoi. Voilà, tout simplement. Eh bien, à cette période-là, la moyenne de l'ouverture du championnat était en réalité bien meilleure. Là, on est à 1,8, on était à 1,98 en ouverture du championnat il y a 2 ans. Donc, vous voyez quand même qu'il y a un grand écart. On fait un beau chiffre en début de saison cette année, mais en réalité, ce n'est pas extraordinaire non plus. Pareil sur la deuxième journée. Cette saison-là, on est à 1,75 de sorties par match en moyenne par équipe. On était 1,83 il y a 2 ans. Alors, hasard ou pas, nous avons également fait 103 sorties au total sur la 3e journée
Comme il y a 2 ans, on était à la J3 également en 103 sorties, soit une moyenne de 1,83. C'est exactement la même moyenne sur la J3 cette saison et il y a 2 ans. Alors évidemment, on part sur une bien meilleure moyenne que celle du premier tiers de l'année dernière. L'année dernière, c'était 1,47 de moyenne en termes de sorties par équipe et par match. Mais bon, comme je vous disais, c'est celle d'il y a 2 ans qui doit servir de comparatif. Il y a 2 ans, la moyenne générale du premier tiers, c'est-à-dire avec la J4 et la J5 ensemble, c'était 1,8 de moyenne en termes de sorties par équipe et par match. Aujourd'hui, sur les 3 premières journées, donc pour l'instant je compare que les 3 premières journées, on est à 1,83, mais ça peut baisser très vite. Donc voilà, on est quasiment kiff-kiff. Il y a 2 ans, on avait bien mieux démarré, ça s'était calmé un petit peu. Là, on est sur une pente légèrement ascendante, à peu près, légèrement ascendante. Donc, on va voir si ça s'équilibre ou si au final, on fait mieux qu'il y a 2 ans. En tout cas, on est quasiment sur la même moyenne qu'il y a 2 ans. C'est parce qu'on est des traditionnalistes. Nous, on aime ça, la tradition et la lutesse, surtout dans la bâche. Surtout dans la bâche, on est d'accord. Alors, en termes de roster, les plus violents aujourd'hui, c'est les représentés polyvalents. Et ouais, c'est encore eux. 2,66 sorties en moyenne OD par équipe et par match. Aucun roster ne fait mieux que ça. Non, aucun. Pas même les morts-vivants, ni les bagarreurs unis représentés, qui sont bien loin derrière les humains et l'Alliance du Vu-Monde. C'est incroyable, c'est incroyable. À mon avis, pas tant que ça sur le début de saison. C'est quand même des rosters humains et l'Alliance qui peuvent tenir la dragée haute à des rosters physiques s'ils tombent sur le bon pairing. Et c'est ce qui s'est passé. On a des très bons coachs qui jouent ces rosters unis représentés polyvalents et qui ont eu quand même des pairings très favorables pour eux en début de saison. Alors, et les moins cogneurs, vous allez me demander qui sont les moins cogneurs, qui sont les faméliques de la classe. Si, vous allez me le demander, allez, demandez-le-moi, demandez-le-moi, allez. Bah ouais, c'est les elfes noirs, vous imaginez bien que c'est les elfes noirs, les druchis, comme souvent avec ce roster, surtout en début de saison, ils font pas des miracles en termes de violence. Forcément, on manque de rosters tels que l'Union Elfique, qui sont encore moins cogneurs que les elfes noirs. Eh bien, c'est les elfes noirs qui jouent les derniers de la classe. 0,83 sorties par équipe et par match. Les elfes si loin sont pas très loin, mais sont un petit peu mieux que les elfes noirs. Les elfes sylvains font 0,88 sorties par équipe et par match. C'est un petit peu mieux que les elfes noirs. Alors, sur les sorties subies maintenant, sorties subies, moi je comptabilise toutes les sorties. Toutes celles que j'ai, en tout cas comme stats, c'est-à-dire même sur esquive ratée, dès que je vois qu'il y a une sortie qui a été enregistrée comme blessure grave ou quoi, ou caisse, sorcier, star, peu importe, je le mets dedans. Alors cette stat-là, je vous le dis souvent, comme j'ai pas toutes les remontées, parfois elle peut ne pas être totalement bonne. Par exemple, je vous donne un exemple, si une équipe, par exemple, imaginons fracasse, comme ça, au hasard, voilà. Et il se prend 10 sorties, mais 9 commotions et une grave. Sur les feuilles d'équipe, je verrai quand même en face qu'il y a eu 9 sorties. S'il se prend 9 sorties au dé de blocage. S'il se prend 9 sorties au dé de blocage et qu'il y a une sortie sur GFI raté qui donne commotion, ça je ne le verrai pas, forcément, parce que ça ne se verra pas sur la feuille de match. Donc il peut y avoir des petites erreurs ou des petites imprécisions sur cette stat-là, mais je me suis aperçu que sur la totalité de la saison, ça s'équilibre à peu près. Donc voilà, on va dire que ça reste quand même une stat assez parlante. Et puis surtout, ça nous permet de comparer sur la même base d'année en année. Bon, bref. Alors, si revenons à nos moutons, sur les journées 1 et 2, la stat était identique. On était à 115 sorties subies au total, soit 2,05 par équipe et par match en moyenne. On est passé à 120 sur la J3, soit 2,14 par match et par équipe. Forcément, puisque c'est par match et par équipe, parce que par match, forcément, sur la J2, c'était forcément par match. Alors, on est quand même loin du début de saison stratosphérique sur ce plan-là, il y a 2 saisons. Les moyennes, là, étaient gigantesques il y a 2 saisons. On était à 2,26 sur la J1, 2,19 sur la J2, et ça s'était un peu calmé en J3. On était à 2,05 de sorties subies par équipe,
sur la J3, c'est-à-dire le même chiffre que sur la première journée cette saison. C'était la moins bonne moyenne des 3 premières journées il y a 2 saisons. Alors en fait, on n'est pas très loin des moyennes d'il y a 2 saisons, mais on fait quand même moins bien cette année. Donc il va falloir se retrousser les manches un petit peu, les gars. Hein. Va falloir plus se faire sortir vos joueurs, quoi, les gars, si on veut s'améliorer dans cette stat-là. Hein, parce que quand même, nous, ce qu'on veut, c'est que le championnat, il progresse un petit peu. Donc il faut qu'il y ait du spectacle. Donc il faut qu'il y ait des sorties. Donc mettez-y aussi du vôtre, les gars, hein, si vous voulez augmenter cette stat-là. Moi, je veux voir plus de GFI désormais, plus de sorciers, plus d'esquives dans 2 zones de tacle, plus de sauts dans 10 zones de tacle, du jeu sur les bords du terrain. Hein, voilà, c'est ça que je veux voir, moi, les gars, ok? D'accord? Voilà. Mettez-y du vôtre aussi. Hein. Moi, sinon, ça me fout le moral dans les chaussettes si on a des stats moins bonnes, voilà, tout simplement. Alors que j'ai même pas de chaussettes ce matin. Voilà. Enfin bref. Je parlais du jeu le long des bords du terrain, donc ça me permet de faire la petite transition sur les sorties publiques. Là, on le voit que cette baisse de la violence, ça se reflète dans le nombre de sorties publiques. On est sur les 3 premières journées à 10 sorties publiques au total. C'est pas fameux en réalité. Alors, c'est bien mieux que l'année dernière. On était à seulement 6 malheureuses sorties publiques sur les 3 premières journées, mais on est très loin, très très loin du total d'il y a 2 saisons. On était à 15. 5 de plus, on était à 15 sur les 3 premières journées il y a 2 ans. Donc vous voyez bien que ça reflète vraiment le manque d'agressivité cette saison par rapport à il y a 2 saisons où on était le même nombre de joueurs, le même nombre de minus, dont le même nombre de snotlings. Alors vraiment, c'est la super saison pour comparer. Et pareil, si on regarde les agressions, c'est exactement le même constat. Déjà qu'on a un total de 31 agressions en tout et tout pour tout sur les 3 premières journées. Donc on fait bien moins qu'il y a 2 saisons où on était à 35, 4 de plus quand même. C'est beaucoup 4 de plus hein, sur un total d'agressions. Alors, je veux bien comme sort des excuses foireuses. Il y a effectivement des problèmes de peut-être lancer de dés. Il y a des pairings qui font qu'on agresse moins. Mais pour moi, tout ça, c'est des excuses bidons. En réalité, on ne fait pas d'efforts. On ne fait pas d'efforts parce que, encore une fois, il y avait autant d'équipes minus il y a 2 ans que cette saison et on fait moins bien. Et je me mets dedans parce que moi aussi, je suis assez déçu de mes stats d'agression. Pourtant, j'essaye, mais bon, ça passe pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, encore une fois, moi je veux bien des excuses par rapport à il y a 2 saisons, mais c'est pas normal qu'on fasse moins bien que l'année dernière, alors que l'année dernière, le championnat était bardé d'équipes lourdes, d'équipes costauds. On avait aussi fait sur les 3 premières journées, 1, 2, 3, sur les 3 premières journées, on avait aussi fait 35 agressions, donc on est moins bien aujourd'hui avec 6 équipes minus que l'année dernière où il n'y avait que 2 équipes minus. Ça, les gars, vous n'allez pas me dire que c'est normal. On est moins incisif, les gars. Pour moi, on est moins incisif. On veut moins faire du mal à l'adversaire. On est trop gentil. Faut dire les choses comme elles le sont. Ici, il n'y a pas de langue de bois. Oui, il n'y a pas de langue de bois non plus. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de langue de bois. On vieillit, les gars. On vieillit. Vous prenez de l'âge et vous agressez moins, tout simplement. Voilà, c'est tout. Et je me mets dedans. Il n'y a pas de souci. Alors, pour le coup, le seul roster que je peux mettre en avant, c'est les Nordiques. 0,66 agressions par match en moyenne, ça reste assez respectable. Alors le résultat est surtout dû à la bonne perf de Yeti qui agresse comme un bourrin. Mais il faut en gros féliciter les Nordiques parce qu'ils font preuve d'un acharnement qui me fait plaisir. Ils font mieux que les Minus quand même. Ils font mieux que les Minus et ça c'est à souligner parce que normalement moi je pensais que les Minus allaient tout dominer dans cet aspect-là du jeu. Non, les Nordiques sont bien devant les Minus. Quand je disais que les Minus font moins bien, faut savoir lesquels. Parce qu'il y a Minus et Minus. Ils font moins bien et aussi bien en même temps. C'est comme le chat de Schrödinger. Hein. Ce sont les agressions de Schrödinger, on va dire, à la Lutescope. Car en réalité, dans les Minus, si on distingue les Snotlings, les Snotlings font aussi bien que les Nordiques, 0,66 agressions par match en moyenne pour les Snotlings. Ouais, des Minus. Mais voilà, il y a les Snotlings et il y a les autres Minus. Donc les Snotlings, bien. Les autres Minus, pas bien. Voilà.
C'est aussi pour ça qu'à mon sens, il est important de distinguer les Snotling des autres Minus unireprésentés, parce que les Snotling sont juste meilleurs dans toutes les stats en début de saison que leurs cousins légèrement plus grands. Voilà. Les Snot perfent bien mieux que les autres Minus, c'est aussi ça qu'il faut souligner. Et puis surtout, comme ils sont deux équipes représentées, on peut les sortir des Minus unireprésentés et faire une stat spécifique pour les Snotling. Ça permet d'ailleurs de comparer les Snotling des autres Minus. Voilà. Et juste une suggestion pour Courchevel. Et du coup, quel est le roster qui se fait le plus agresser en ce début de saison actuellement? Vous pouvez le deviner parce qu'il s'agit des Minus, effectivement. Or les Snotling, encore une fois. Ouais, c'est les gnomes, les halflings, les ogres et autres gobelins qui sont le plus marche dessus. 0,91 agressions par équipe et par match sur les 3 premières journées. C'est de très loin, la pire moyenne pour l'instant de tout le championnat. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein, quand on n'arrive pas à battre un pauvre Minus, une pauvre équipe Minus, qu'est-ce qu'on fait? On les met un seul et on leur marche sur la gueule. Voilà, c'est ça. On agresse plus petit que soi, tout simplement. On s'attaque au plus petit. Voilà. C'est beau la vitesse. Hein. Franchement, c'est beau. Bravo. Tant de mansuétude, tant d'indulgence et de bienveillance pour le plus petit que soi. Franchement, c'est beau. Bravo la vitesse. Ça me donne envie de pleurer. Franchement, ça me donne envie de pleurer. Bravo les gars. Et donc, facteur de violence. Pour le coup, vous l'aurez compris, le facteur de violence général est forcément moins bon qu'il y a 2 ans, même s'il est quand même meilleur que l'année dernière. Nous avions comptabilisé 2,01 points de violence sur la première journée en moyenne par équipe, 2,05 sur la deuxième journée, et sur la troisième journée, exactement le même résultat, 2,05. Donc, encore une fois, facteur violence, c'est toutes les sorties que nous faisons de nous-mêmes grâce aux dés. Tous les dés, c'est-à-dire quand on fait des actions proactives, hein, c'est pas sur les esquives ratées des adversaires, c'est-à-dire nos actions de blocage, nos actions de sortie publique et agression. Voilà, tout simplement. C'est là où on y va, c'est pas sur un coup de dé malencontreux de l'adversaire, c'est vraiment là où on veut lui rentrer dans l'art. Eh bien, on est loin devant la moyenne générale du premier tiers de l'année dernière, qui était de 1,73 points. C'était pas énorme, mais encore une fois, il y avait beaucoup d'équipes lourdes. Mais si on compare à il y a 2 ans, nous sommes bien loin derrière l'exploit d'il y a 2 ans, où la moyenne générale était de 2,01 points. On est beaucoup moins bon sur cette saison, encore une fois, la saison à comparer. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, on est un peu meilleur que l'année dernière et moins bon qu'il y a 2 ans. On vieillit, on fait moins mal à nos adversaires, tout simplement. On prend de l'âge, les gars, c'est comme ça. Faut rajeunir les effectifs, c'est tout. Bon, sur les rosters dans ce domaine, pour le moment, gloire aux unireprésentés polyvalents. Eh ouais, 3,33 adversaires détruits en match par équipe, c'est juste un score énorme. Énorme parce que ça se reproche des meilleurs perfs de ce que j'ai vu sur les saisons précédentes, de ce que faisaient les morts-vivants. Les morts-vivants, dans leur meilleure période, étaient à 3,4, 3,5. Là, les polyvalents unireprésentés, c'est 3,33. Hein. C'est énorme, c'est juste énorme. Alors que les morts-vivants aujourd'hui peinent à atteindre les 3 de moyenne, ils sont à 2,5. Ils sont moins bons, bien moins bons que par les saisons passées. Et les deuxièmes en lice, c'est même pas les morts-vivants, c'est même pas les nains, c'est les Snotling. Et ouais, encore 2,83 ennemis détruits en moyenne par match. Ça fait des ravages, les Snotling. C'est comme ça, on y cape le propre. Hein. Voilà, c'est les mecs qui jettent les dés. Ouais, voilà, 6, 12, allez, merci, au revoir. C'est par là la sortie, je sais pas où. Voilà, c'est comme ça. Les mecs, ils arrivent, tu sais déjà que t'as perdu. C'est bon. Hein. On arrête de jouer, c'est bon. Non, mais les Snotling, ils sont même devant. Comme je vous disais, des équipes comme les morts-vivants qui sont à 2,58 en moyenne sur les 3 premières journées. C'est 2,58. Les Norse, c'est 2,66. Les unireprésentés bagarreurs, c'est 2,33. Les nains sont même moins que 2 points d'ennemis détruits en moyenne par match. Donc vous voyez que l'écart est immense entre les Snotling, surtout les unireprésentés et polyvalents, et les autres. Quoi. Comme disait Caradoc, là il y a les gruots, là il y a les méduses, là il y a les gruots, là il y a le peuple normal, et les unireprésentés polyvalents, ils sont là-bas, voilà, tout simplement. Donc voilà, perf énorme en termes de violence de la part des polyvalents, unireprésentés et Snotling. On ne les attendait pas à ce niveau-là. Franchement, les gars, chapeau, bravo.
Allez, passons aux stats plus générales, comme par exemple le public. En ce qui concerne le public, donc, faut dire ce qui est la popularité auprès des supporters, on peut mieux faire. En réalité, ça avait démarré très très lentement avec une moyenne de 4124 supporters par équipe en ouverture du championnat. C'est peu, hein. On est passé à 4196 en deuxième journée par équipe sur la deuxième journée. Et la troisième journée, il y a un vrai gain d'intérêt. On est à 4696. Donc il y a 500 supporters en moyenne de plus entre la J3 et la J1. C'est beaucoup. Mais on est loin des scores médians de l'année passée où nous avions eu entre 4383 dont la plus mauvaise journée et 4700 supporters sur la meilleure journée sur les 3 premières journées, hein, sur l'ouverture du championnat. Et on fait moins bien aussi qu'il y a 2 ans où la moyenne générale sur le début du championnat était de 4567 supporters par équipe et par match. Donc il y a une vraie, si on regarde bien, il y a une vraie perte d'intérêt pour la lutesse de la part du public, hein, faut dire ce qui est. Les gars, faut qu'on reconquiert ces parts de marché. On est en train de perdre des parts de marché. Si on veut rester compétitif dans l'avenir et si nous voulons préserver notre championnat et sauvegarder nos intérêts, faut regagner ce public-là qu'on est en train de perdre, hein. Les gars, si on ne veut pas perdre en compétitivité par rapport aux autres championnats moins bien huppés que le nôtre, faut sortir les doigts de là où je pense, tout simplement. Il en va de la pérennité de notre compétition, hein, c'est tout simplement. Alors, comment on fait ? On sort le chéquier. On sort le chéquier, tout simplement. Il faut recruter des grosses stars dans le championnat ou les faire naître. Il faut faire évoluer vos joueurs. Il faut marquer plus de touchdowns. Il faut faire plus de spectacles. Si vous ne voulez pas perdre du crédit auprès de vos supporters, auprès des ultras de vos équipes, va falloir vous retrousser les manches, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein ? C'est comme ça. Alors, pour le coup, les 2 rosters qui attirent le plus de monde parce qu'ils font du spectacle, alors, à voir le type de spectacle, hein. Ce sont les Elsilvains d'à côté, ils marquent pas mal de touchdowns, ça attire du monde. Et puis il y a les Hommes Lézards, mais c'est peut-être pas pour les mêmes raisons qu'ils attirent du monde. Quoi qu'il en soit, 6000 supporters par équipe et par match pour ces 2 rosters-là. C'est franchement pas mal, hein, par rapport, vous voyez, aux 4300 en moyenne de ce début de saison. On a déjà vu bien mieux, mais c'est pas mal. Surtout pour les Hommes Lézards, hein, parce que c'est quand même un roster qui brille pas dans le spectaculaire, on va dire. Ou alors si, le spectaculaire, il est du côté du burlesque, en tout cas en ce moment chez les Hommes Lézards, hein. Et quant à ceux qui attirent le moins de fans, c'est à peu près toujours les mêmes, hein. C'est les nécromantiques. Bon, là, c'est pareil, les nécromantiques, ils attirent jamais beaucoup de monde. Par contre, les unis représentés agiles, Slan et Bafon, là, je suis un peu étonné. Si les 2 rosters attirent le même nombre de public, 3166 supporters par équipe et par match en moyenne, c'est très peu. Très, très, très peu. Et surtout, quand on voit les perfs de ces équipes-là, ça risque de pas s'améliorer. Donc, c'est un début de saison très mitigé en termes de spectacle pour les nécros et les unis représentés agiles. Et je pense que ça va stagner, hein, ça va stagner dans ces zones-là. Et donc, quand on parle du public, qui dit moins de public, ou dit forcément moins de pépettes, moins de sous. Comme on marque moins de touchdowns, vous imaginez que la stat des gains, elle est en berne aussi. Et ouais, ça sent pas bon pour notre championnat. 51 785 pièces d'or d'engrangées par équipe et par match en moyenne sur l'ouverture du championnat, sur la J1. On fait un petit peu mieux, 53 928 en J2. Et il y a quand même un petit sursaut parce qu'il y avait plus de public sur la J3. On fait 58 392 pièces d'or par équipe et par match. On fait 7000 pièces d'or en moyenne de plus entre la J1 et la J3. Bon, j'ai de l'espoir que ça s'améliore quand même. On est quand même sur une pente légèrement croissante. Mais si on le compare aux saisons passées, on était l'année dernière, on était à 58 766 l'année dernière en moyenne sur le premier tiers et 57 910 il y a 2 ans. Là, on est à 54 701 à la fin de la 3e journée. Donc c'est un gros flop en termes financiers en réalité, hein. Vous voyez bien qu'on est à 3 voire 4 000 pièces d'or de moins par rapport à il y a 1 an et il y a 2 ans. Et en réalité, c'est pas qu'une question des droits de l'image, hein. C'est pas parce que Cabal Vision nous paye moins qu'on doit faire moins de recettes.
Et ouais, on gagne plus autant d'argent que par le passé, monsieur. Hein. Donc moi, je vous dis, l'heure est grave. Entre le public qui s'effrite, le fait qu'on marque moins de touchdowns, qu'on fait moins de sorties, bah forcément, il y a moins de sous qui rentrent dans la caisse. Et là, je vous dis, il y a un problème. Parce que comment vous allez faire pour payer vos journalistes et vos influenceurs, les gars? Comment vous allez faire pour payer les youtubeurs? À un moment donné, il va falloir sortir la maille, les gars. C'est pas possible. Il va falloir payer des vacances ski et dans les îles à vos petits youtubeurs préférés. Non mais attendez, les gars, on est où là? Comment vous pensez qu'ils vont arriver au stade comment aussi, hein, en métro comme tout le monde? Non mais ça va pas la tête. On va pas prendre des transports en commun quand même. Et les petits fours et le champagne en début de match, vous allez le payer avec quoi, tout ça? Et les filles, les danseuses, les escortes, tout ça, vous allez le payer comment? Vous avez pensé à ça, les gars? À vos journalistes? Youtubeurs? Hein? Merde. Donc faut arrêter vos conneries. Faut arrêter vos conneries, hein, ok? Faites honneur aux médias libres, d'accord? S'il vous plaît. C'est indécent de votre part. Ça vous grandit pas déjà, hein, franchement. Ça vous regrandit pas. Il faut sortir le pognon, les gars. Et vite. Sinon, plus de vidéos. Et là, si on regarde les rosters, heureusement que les Snotlings sont là. 66 666 pièces d'or en moyenne par équipe et par match. Ouais, que des 6. Hein. Quand on vous dit que c'est des démons, les Snotlings, bah voilà, la preuve est là. 666. 666, 666, il n'y a que des 6. 66 666 pièces d'or par équipe et par match. Heureusement qu'on peut compter sur eux pour faire de la maille. Car aucun roster ne fait mieux. Même ceux qui marquent plein de touchdowns, à savoir les Scaven, font moins bien, même s'ils ne sont pas très loin. 66 250 pièces d'or en moyenne pour les Scaven. Ils font moins bien que les Snotlings, les gars. Et les gueux du championnat, vous allez me demander qui sont les gueux, qui sont ceux qui rapportent rien comme thune, à qui on peut jeter des tomates à la figure, bah, les elfes noirs à nouveau. Hein. 41 833 pièces d'or en moyenne. C'est pathétique, les gars. C'est pathétique. Je ne viens plus voir vos matchs. Hein. Si j'ai pas des petits fours, du champagne et que j'arrive pas en berline, parce que vous n'arrivez pas à me la payer, je viens pas, tout simplement. Voilà. Je viens pas. Bon, passons à la stat qui vraiment est intéressante parce que c'est celle qui démontre le mieux la forme ou la méforme du championnat dans sa globalité, c'est l'expérience. À mon sens, c'est la stat la plus parlante. En réalité, dans l'ensemble, c'est pas mal. Même si c'est pas génial, c'est pas mal. On a fait 10,98 XP par équipe en moyenne sur la première journée. C'est mauvais. En vrai, c'est mauvais, mais nous sommes bien rattrapés par la suite avec 11,48 en J2 et surtout 11,80 en J3. C'est pas mal. Ça, il y a un net progrès par rapport au début de championnat. Il faut le souligner. Si on compare à la saison dernière, c'est même meilleur. La saison dernière, on avait commencé avec une moyenne catastrophique de 10,79 XP par équipe sur la J1. On fait évidemment mieux, même si, encore une fois, c'est dû à la grande présence de Minus, parce qu'on fait plus de sorties quand il y a des équipes Minus en face, et donc voilà, on gagne plus d'XP. Donc il faut comparer il y a 2 ans, hein, encore une fois, nous avions la même proportion de Minus, je me répète, et le même nombre de Snotling, et on se rend compte quand même que cette saison, c'est moins bien. Parce que sur la saison 2022-2023, on avait fait quand même une ouverture du championnat. Attendez-vous à un chiffre que je vais annoncer de folie. 12,33 XP en moyenne. Là, on fait 10,98 sur l'ouverture du championnat. D'accord? On était à 12,33. Donc c'est juste stratosphérique comme différence. Ça s'était calmé par la suite. Il y a 2 ans, on avait fait 11,46 en J2 et 11,80 en J3. Mais la moyenne générale était de 11,78 par équipe et par match sur le premier tiers de la saison. Là, on est à 11,42. Alors encore une fois, il y a 2 ans, je regarde cette stat de 11,78 sur les 5 matchs. Là, il reste 5 journées, pardonnez-moi. Là, il reste encore 2 journées. Ça se trouve, on va s'améliorer. Mais pour l'instant, il y a 0,3 XP d'écart en moyenne entre ce qu'on faisait il y a 2 ans et ce qu'on fait aujourd'hui. C'est beaucoup. Sur une moyenne, hein. C'est énorme pour une moyenne. Hein. Donc, reste à voir si sur les 2 prochaines journées, on arrive à... Voilà, une fois que vous avez vu cette vidéo, vous allez vous retrousser les manches, j'espère, et qu'on va faire plus d'agression, plus de violence, plus de touchdowns aussi, et plus de touchdowns aussi pour qu'on améliore les scores. Donc voilà, tout peut encore changer, on verra ce qui se passe. Pour l'instant, si je regarde les stats, on est quand même sur une saison de transition. On fait mieux que l'année dernière en termes de XP global, mais moins bien qu'il y a 2 saisons.
Et pour s'en rendre compte, il suffit de voir le gratin du championnat. Les deux meilleurs joueurs plafonnaient à peine à 16 XP en 3 matchs. Le meilleur marqueur, c'était la Valkyrie de Bucks et Nabolo, qui était à 5 touchdowns quand même, mais bon, c'était 15 points seulement. Donc, c'est pas Jojo. On fera pas des meilleurs access cette année, hein, c'est sûr. On fera pas des meilleurs access. Ah oui, vous m'avez entendu dire Bucks et Nabolo, oui, tout à fait, parce que ouais, c'est Bucks et Nabolo. Attention, c'est Bucks et Nabolo. Mais oui, parce que après avoir tergiversé longuement, après avoir fait ça mijorer à base de non, moi je vais me concentrer sur les tournois, bah, il est quand même revenu, hein, le petit Nabolo. Hein. Il est quand même revenu au bercail. Hein. Faut pas nous la faire à nous, Nabolo. Hein. On sait que la lutesse ça colle à la peau et après ça lâche pas. Hein. Donc, bah, demandons-en, parlons-en à SSB. Donc, ouais. Donc, les gars, l'équipe, c'est encore une doublette. Bucks et Nabolo. Hein. Hein, la police est là. Hein. On vous a à l'œil, les gars. Hein. Donc, pour revenir aux stats, dans tous les cas, sur les 3 premières journées, vous vous en doutez, le roster le plus prolifique en termes d'XP engrangé sur cette première journée, vu qu'il a marqué plein de touchdowns, c'est les... Bah non, c'est pas les Scaven. Non. C'est les ignes représentés polyvalents. Eh ouais, c'est les ignes représentés polyvalents. Ouais, les gars, les humains et l'Alliance du Vieux-Monde en force, qu'est-ce qu'il y a? On disait l'Alliance et les humains enterrés, on disait ces rosters nuls, vu leur saison précédente. Eh bien voilà qui reviennent en force, et comment? Avec une moyenne de, tenez-vous bien, 14,66 XP en moyenne par match pour ce roster-là. 14,66. Qui c'est qui rigole maintenant? Hein? Qui c'est qui rigole hein? Quand je vous disais que l'Alliance c'était un roster de malade. Bah, ceux qui rigolent, c'est Scripting Kiss d'un côté et Pedro Alaragne de l'autre, tout simplement. 14,66. Pour vous faire comprendre l'exploit qu'ils sont en train de réaliser sur les 3 premières journées, je vous donne l'écart entre eux et le deuxième roster qui est derrière eux en termes d'XP moyen. C'est les Scaven, ouais, quand même, c'est les Scaven. 13,08 les Scaven. Et là, il y a 14,66. Il y a 1,5, presque 1,5 XP en moyenne par match de mieux pour les unis représentés polyvalents. C'est juste énorme, alors qu'on sait que les Scaven, bah, ça marque beaucoup de touchdowns. Donc c'est juste un exploit monumental, ce qu'est en train de nous faire. Encore une fois, je répète, c'est humain et Alliance du Monde, les gars. Hein. Et juste derrière, à la 3e place, c'est, bon, encore une fois, c'est l'autre roster qui défouraille tout. Les Snotlings, 13 XP en moyenne par match. Même si, en vrai, les Snotlings s'en foutent un peu de l'XP. Bah, quand même, ça vous montre. C'est pour ça que j'aime cette stat-là, parce que au-delà de l'expérience et des évolutions de caractéristiques, ça vous montre la bonne forme d'une équipe, d'un roster. 13 XP, même si c'est des XP, par exemple, marqués par des stars qui ne rentrent pas dans votre feuille d'équipe, peu importe. Si on a fait beaucoup d'XP, c'est qu'on a marqué des touchdowns ou qu'on a fait des sorties, peu importe que ce soit des stars, des journaliers, peu importe. Ça veut dire qu'on a performé globalement sur les matchs. Et donc 13 XP en moyenne par match pour les Snotlings, c'est juste énorme. Voilà, tout simplement. Donc tous ceux qui disaient que les Snotlings allaient galérer en début de saison, bah, ils se sont trompés. D'ailleurs, qui c'est qui disait ça? Ah ouais, c'était moi. Même. Ah ouais, c'était moi, mince. Ok. Bon, par contre, ceux qui chient dans la colle, c'est clairement les hommes lézards. Hein. 8,5 XP par match en moyenne. Mani et Nico, vraiment, ils portent le bonnet d'âne de la classe hein, en ce début de saison. C'est dur pour eux, même si on sait que les hommes lézards, bah, vu qu'ils n'ont pas beaucoup de comp en début de saison, c'est un peu dur à mettre en œuvre, mais quand même, 8,5 XP en moyenne par équipe par match, c'est catastrophique. Vraiment, c'est vraiment les bonnets d'âne de ce début de saison. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi, en parlant de bonnet d'âne, vous savez pourquoi un coach homme lézard est nécessairement mauvais en classe à la vitesse? Bah parce qu'il sait rien. Bon, bref, revenons à nos stats. Et donc, du coup, après avoir fait cette présentation globale générale des stats, regardons peut-être la forme des différents rosters. Bon, et là, c'est grâce à l'excellentissime, que dis-je, le fantasmagorique travail de Courchevel. Bah, on n'est pas une station de luxe pour rien, hein. C'est pas La Plagne ou Morzine, hein. C'est Courchevel, quoi. Hein. Il nous manque Méribel et on aura la paire, quoi.
Et bah, on s'aperçoit de quoi s'aperçoit de quoi grâce à ces stats et ces tableaux magnifiques et tout en couleur. Eh bien, c'est ce que je pense, c'est ce que j'avais énoncé. Ça démontre ce que j'annonce depuis déjà combien 30 minutes, à peu près 30 minutes déjà. C'est les polyvalents unis représentés qui dominent les débats. 70% des points pris sur le total des points possibles, c'est évidemment loin devant tout le monde. À leur fesses, on a juste les morts-vivants qui démontrent une nouvelle fois quand même qu'il s'agit d'un roster, un des rosters les plus performants à la Lutèce. C'est dommage que Courchevel, encore une fois, dans ce tableau-là, n'a pas différencié les Snotling des autres Minus, parce que du coup, s'il avait fait ça, il se serait aperçu que les Snotling auraient été troisième avec 66,66 points pris sur le total des points possibles. Il serait juste derrière les morts-vivants en réalité, si on distinguait les Snotling des autres Minus. Donc en réalité, les troisièmes sans les Snotling. Après, derrière ces trois rosters-là qui vraiment dominent les débats, il y a une cohue de rosters qui arrive. 4 rosters s'en sortent plutôt bien. C'est d'abord les Norse. J'avais prévenu que les Norse allaient performer. J'avais dit attention aux Nordiques. Bah, ils sont portés quand même par le duo presque sélectionné une équipe de France, Bucks et Nabolo. Et l'homme qui lui a été sélectionné pour le coup grâce aux Pirates, c'est Sebotuno. Il domine, même s'il y a d'autres coachs Norse qui sont moins expérimentés, quand même les Norse dominent les débats. Et puis surtout, Courchevel fait un début de saison stratosphérique aussi, à souligner. Courchevel, avec son roster si particulier où il a décidé de jouer que des stars, pas que des stars, mais il a décidé de monter son roster nordique avec des stars, ça marche bien. Honnêtement, bravo pour le coup, avoir vu ça, c'est pas mal. Derrière, on a les nains du chaos, toujours pareil, on sait que c'est des rosters, surtout en début de saison, qui s'en sortent très bien, donc c'est normal de les retrouver à cette position-là. Même si on sait déjà, si on regardera la 4e journée, c'est la catastrophe, c'est la débâcle pour nains et nains du chaos sur la 4e journée. Enfin, les unis représentés agiles sont là, c'est les Slan et les Bafons. Ils s'en sortent plutôt bien, mais c'est surtout dû à une bonne performance de Hoon et Funny Valentine, parce que c'est quand même dur pour Fracasse en réalité, même s'il a gagné un match. Bravo à lui, on l'a vu tout à l'heure, bravo à lui, il a quand même gagné un match. Alors les elfes Sylvain, ils jouent le cul entre deux chaises, 52% de points pris, bon voilà, c'est coup-ci coup-ça pour les elfes Sylvain. On s'y attendait, j'avais dit que certains allaient bien parfait, comme Magus et Aplo par exemple, ou Kossus, et d'autres où ça allait être plus dur pour Bob Ayara, ça se vérifie. Qu'est-ce que vous voulez, mon algo se trompe jamais, il se trompe jamais, c'est tout. Après, on a toute une ribambelle de rosters qui luttent ardemment pour survivre dans ce monde infernal que la Lutèce, dans les méandres du championnat. Ils se battent pour ne pas tomber dans l'oubli, dans le creux, le fin fond du classement. Parce que dans le fin fond du classement, on retrouve 4 rosters. Vous voyez sur le tableau. Sur les deux tableaux d'ailleurs, et pour ceux pour qui c'est vraiment très difficile, franchement les vampires, oh mazette, moi franchement les vampires c'est la cata, Qu'est-ce qui se passe avec les buveurs de sang? Franchement, les débuts de saison c'est toujours aussi compliqué pour les morts vivants, malgré le changement de roster, malgré l'ajout de positionnels bardés de compétences. Les vampires ont autant de mal en début de saison qu'avant la refonte du roster. Alors, franchement, c'est pas la joie pour les vampes. On est très loin de l'orgie baroque. Il n'y a rien là. C'est la cata. Bon, après, il y en a qui annonçaient que le roster allait tout défoncer au début de saison. Ils sont où ces coachs? Ils sont où ceux qui avaient dit ça? Franchement, quoi? Personne n'avait dit ça? Ah bon? On m'aurait menti. Personne n'avait dit que les vampires allaient tout défoncer. Pourtant, je me rappelle, certains youtubeurs avaient dit que quand même le vampire allait tout défourailler à la Lutèce cette saison. Ils les voyaient comme le potentiel roster dominant du championnat. Après, j'arrive plus à me rappeler quel youtubeur avait dit ça. Franchement, je sais plus. Si vous vous en souvenez, dites-le moi les gars, parce que moi je me souviens. J'arrive pas à retrouver la vidéo. Désolé. C'est con, j'arrive pas à retrouver la vidéo. Enfin bref, pour le moment, la débâcle totale pour le roster vampire, 27% de points pris sur le total des points possibles, c'est la cata. C'est un vrai désastre. À cela s'ajoute le fait quand même que le roster a été drafté par que des coachs expérimentés. Il n'y a que des coachs des anciens de la Lutèce qui ont pris ces rosters, qui ont
franchement des dizaines d'années de saison à la Lutèce, et c'est le drame. Franchement, c'est le drame, c'est la déprime totale pour les vampires. Franchement, les mecs, s'ils continuent comme ça, ils vont finir chez leur psy. Ils vont faire des entretiens avec des vampires. Voilà. Ouais. Les autres rosters, il y a les elfes noirs et les elfes. Hein, comme annoncé, ils démontrent aussi que le début de saison compliqué pour ces deux rosters-là, c'est pas une légende. Après, on a vu, vous savez déjà, si vous regardez un peu plus en avant, la 4e journée, ça se passe déjà beaucoup mieux pour ces rosters-là. Et je suis sûr que aussi bien les Druchis que les elfes vont redresser la barre assez vite. Je m'inquiète pas trop pour eux, surtout pour les elfes noirs, à vrai dire. Hein. Ils feront pas une saison merveilleuse, mais ils feront pas une saison entière avec un pourcentage aussi bas de 28% de points gagnés seulement. Pour les elfes, pareil. Bon, même si Edzergon, on voit que c'est difficile, je pense que SSB arrivera à redresser la balle aussi, mais la barre surtout. Et il commence déjà à le faire. Donc voilà, même si aujourd'hui 22% de points glanés, c'est catastrophique. Ils sont derniers, hein, tout simplement. Pour l'instant, sur les 3 premières journées, ça se passe déjà mieux en J4. Donc je fais confiance à SSB pour redresser la barre. Et puis en parlant des derniers, viennent les hommes lézards. Hein. C'est catastrophique, j'en ai déjà parlé, mais là c'est la débâcle totale. 22% de points pris comme les elfes en fait. C'est ridicule pour un roster prétendument fort. Alors on le sait, encore une fois, les débuts sont difficiles en hommes lézards, il n'y a pas de souci, il manque cruellement de compétences. Mais là franchement, je ne vois pas comment ça pourrait s'améliorer. J'avais dit au départ, les deux coachs se sont peut-être, à mon sens, trompés dans leur composition de roster. Ils ont des match-ups pas faciles. Et la suite s'annonce très, très difficile pour eux. Donc ça va peut-être être le roster catastrophique sur cette saison. Ça va peut-être être les hommes lézards. Donc pour résumer, on retrouve toujours à peu près les mêmes sur les devants, hein, surtout les morts-vivants, les Skaven, tout ça, mais à souligner la performance incroyable, encore une fois, des unis représentés polyvalents et des Snotling qui défouraient tout sur le début de saison. Franchement, les mecs, ce qu'ils font, c'est héroïque, il n'y a rien à dire, c'est héroïque. L'alliance du monde, les humains, les Snotling devant, c'est héroïque. Tout simplement. Et donc, justement, encore une magnifique transition, comme les journalistes savent le faire, en parlant de héros. Hein, en parlant de héros, voyons voir du côté des héros de la chasse, les chasseurs, les meilleurs chasseurs, parce que la compétition est lancée. Comment ? Alors, questionnons-nous, est-ce qu'il y a des mecs là qui vont réussir à battre le record d'Immuserg de l'année dernière ? Est-ce qu'on fera mieux que l'année dernière en termes de violence de la chasse ? Allez, on regarde ça tout de suite. Les chasseurs, allant faire un tour du côté des vrais, des brutes, des tatoués moustachus, ceux qui attendent qu'une seule chose quand ils jouent, c'est écraser leurs ennemis et voir les femmes pleurer à leurs pieds, comme disait un célèbre philosophe poète barbare. Donc la chasse, cette magnifique tradition bien de chez nous, n'est-ce pas, nous les Blood Bowlers, nous qui fait qu'on considère qu'on a passé une bonne soirée de Blood Bowl, même quand on a perdu 3-0 à partir du moment où on a tué un blitzer, où on a réduit la force d'un big guy adverse. Hein. On est tous là, les gars, vous ne me mentez pas, on fait tous la même chose, hein. On est tous pareils. Hein. Et ouais, le Blood Bowl, ce jeu, il est teinté de poésie, de camaraderie, de moments de partage, évidemment, c'est tellement beau le Blood Bowl. Eh bien, vous savez quoi ? C'est juste dingue ce qu'on est en train de faire sur le tableau de la chasse. On bat actuellement tous les records, les gars. Ouais, tous les records, mais les enfants. Franchement, j'ai jamais vu ça depuis que je fais les stats, depuis que j'ai lancé cette compétition. En réalité, non, c'est même pas moi, c'est Fracas qui l'avait lancé. C'est juste que c'était bordélique. À la fracasse. Donc j'ai juste un petit peu clarifié les règles, les remis à ma sauce et je les ai réadaptés surtout à la nouvelle mouture du jeu. Pardon Fracas, pardon, hein, je te rends ce qui revient de droit. C'est Fracas qui a lancé ce jeu-là, en réalité. Eh bien, regardez-moi ça, grâce à ces merveilleux tableaux que nous a pendu Scarabée, sur les 3 journées écoulées, on tourne par journée sur une moyenne de 986 000 points de joueurs éliminés. Une équipe entière d'éliminés par journée, les gars, quasiment. C'est juste hallucinant ce score. Regardez les stats, 995 000 joueurs en J1, 1 020 000 en J2,
995 000 en J3. Et on est qu'en début de championnat, mais c'est juste stratosphérique. Pour comparer, alors que nous étions 4 joueurs de plus l'année dernière, 4 joueurs de plus, on était à 60, on est 56. Nous avions fait respectivement, entre la première et la troisième journée, 550 000, 720 000 et troisième journée, 1 030 000. C'était une moyenne de 766 000 points de joueurs d'éliminés. On fait presque 200 000 points de plus aujourd'hui. Presque 200 000 points de plus. C'est juste stratosphérique comme résultat. Surtout si on compare à la moyenne d'ouverture d'il y a 2 saisons. Saison encore une fois comparable à cette saison, à la saison d'aujourd'hui. On avait le même nombre de coachs, le même de minus. Bon, je me répète. Eh bien, on avait fait respectivement 955 000 points en J1, 800 000 points en J2 et 965 000 points en J3. On avait fait donc 906 000 points en moyenne sur les 3 premières journées. On fait 80 000 points de plus. 80 000 points de plus en moyenne par journée aujourd'hui. En gros, on tourne à 2 zombies d'éliminés de plus qu'il y a 2 saisons. C'est juste magique. C'est magnifique, c'est gargantuesque. Voilà, on est des vrais chasseurs, on devient des vrais chasseurs, les gars. Bon, après, voilà, encore une fois, merci Scarabée pour nous permettre d'afficher ça. On a tout en direct live. Vous voyez, ce tableau-là, il est juste magnifique. On peut cliquer par journée. Il nous a fait des onglets dans tous les sens. C'est juste dingue. Merci Scarabée, encore une fois. Merci pour ce travail-là. Tu mérites un sneakers. Mérite un sneaker. Bon, vous pouvez déjà voir la 4e journée, mais moi, encore une fois, dans cette vidéo-là, je vais m'arrêter aux 3 premières journées. Et là, pour le coup, si vous regardez bien, celui qui domine les débats de la tête et des épaules, malgré sa taille, c'est évidemment Chouf. Elle est pour toi, celle-là, Chouf. Les morts-vivants de Chouf, c'est de la folie. Bon, ok, il a fait plus de la moitié de ses points sur les seuls pauvres le liquide et squeeze avec 2 guerrières jaguars qu'il avait éliminés. Il a fait 220 000 points sur une seule journée, la J1 en ouverture du championnat sur les guerrières jaguars. Et du coup, il est à 355 000 points de joueurs déjà d'éliminés. Il est loin devant le deuxième qui est Yeti pour l'instant, qui fait aussi un début de saison remarqué avec 240 000 points. Il a fait la moitié de ses points sur le dos de Foon, donc Hoon et Funny Valentine, en éliminant un magnifique blitzer à Blitzer Scaven. Et Yeti a aussi de l'avance sur le troisième, qui n'est autre que Scriptim Kiss, qui perfe bien, il fait 160 000 points. Alors, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal pour un début de saison, c'est pas mal, 160 000 points. Mais vous voyez déjà l'écart entre le troisième et le premier qui est Chouf. Après, vous savez très bien, la chasse, ça va très vite. Un chasseur sachant chasser, n'est-ce pas ? Eh bien, ça va très vite. Il suffit d'un big guy, et ça peut aller très vite. Très vite aussi, très vite surtout. Allez, et on va regarder le tableau des pros. Et bah évidemment, le liquide et squeeze, ils sont dans le dur. 270 000 points de joueurs de perdus, dont les 2 fameuses guerrières jaguars perdues contre Chouf en première journée. Ils vont connaître une saison très longue et douloureuse. Et je me dis que c'est quand même dingue. Après avoir perdu leurs 2 guerrières jaguars, les 2 joueuses 4 de force, pardonnez-moi d'avoir mijauré les Amazones, pas joueuses évidemment. 7 points quand même au bout de 3 journées. Ils font 7 points au bout de 3 journées avec 2 joueuses 4 de force de moi. Bravo les gars, franchement bravo, c'est pas mal. 270 000 points de perdus. C'est quand même beaucoup. Et surtout si on regarde leur 4e journée, les gars, 4e journée contre Galadjin. Ouf, regardez-moi ça, c'est ça la débâcle, c'est la catastrophe, encore 2 joueuses de plus de perdues en 4e journée, je m'avance déjà, je fais un spoil sur la 4e journée, mais franchement ils vivent une saison mais horriblissime, et pourtant ils s'en sortent pas si mal, pas si mal au championnat, donc encore une fois bravo. Moi je dis, j'attends la 5e journée pour voir s'ils vont encore perdre des joueurs, est-ce qu'ils vont réussir à battre le record du nombre de joueurs de perdus, de points de perdus sur le premier tiers de la saison. Pour rappel, l'année dernière, c'était le record absolu. Le joueur qui avait fait la plus belle proie sur le premier tiers de la saison, c'était Bud Milka. Il avait perdu 225 000 points de joueurs et il pleurait déjà. 225 000 points de joueurs, il pleurait beaucoup. Le liquide et squeeze, les gars, au bout de 3 journées, ils sont déjà à 270.
Ils sont déjà à 270. Ils ont déjà battu le record de Bud Milka au bout de 3 journées. C'est fou, c'est dingue, c'est dingue. Bon, après, je vais arrêter de m'acharner sur les pauvres coachs des Amazones. Regardons le podium en complet. Derrière, on retrouve quand même les rosters légers. Fracasse d'une part et Alaric d'autre part. 230 000 points de joueurs déjà de perdus en 3 journées. Alors, Alaric n'est pas à son premier coup d'essai. L'année dernière, déjà, avec des humains, à la même période, il avait déjà perdu pour presque 200 000 points de joueurs. Là, il est déjà au-delà. La question, c'est est-ce qu'il va arriver à arrêter cette hémorragie-là? L'année dernière, il avait réussi à arrêter l'hémorragie. Est-ce qu'il y arrivera cette année alors qu'il a un roster plus fragile que sont les Scaven? Il a quand même déjà perdu 2 blitzers en 3 matchs, les gars. Donc ça risque de piquer sévère. Heureusement qu'il se rattrape, un petit peu comme le Liquid Squeeze, il se rattrape sur les matchs. Il fait quand même des bons matchs. Pas tout le temps, mais il arrive quand même à perfer assez bien, alors même qu'il a déjà perdu énormément de points de joueurs et surtout des gros positionnels que sont les blitzers. Et que dire de Fracasse? Que dire de Fracasse, lui qui perd un blitzer également, mais lui, le blitzer, il le perd au premier match, tour 0. Les gars, c'est dingue. Tour 0. Eh ouais, c'est quand même une histoire de dingue. Premier match contre Bozo, le mec, il se prend un blitz. Le blitz, il fait mort direct sur le blitzer. Magnifique. Le blitzer s'appelait Le Grand. C'était la carrière la plus courte de l'histoire du Blood Bowl, je pense. Le mec, il a même pas réussi à engager le premier match de sa carrière. Il était déjà mort. Franchement, les gars, ça mérite une brève sur le site. Les gars, il rentre sur la pelouse. Il n'y a même pas le coup d'envoi. Bam, mort. Merci, au revoir. Allez, c'est par là. Le cimetière, c'est par là. C'est juste dingue. Et le gars, il a coûté quand même, c'est pas un 3 quarts à la con, il a coûté 110 000 points. C'est un blitzer slan. C'est juste énorme. Franchement, déjà, il fait partie d'un des plus beaux trophées du championnat pour Bozo. Et après, bon, c'est pas le seul. Hein. J'ai déjà parlé des 2 guerrières Jaguar, de le Liquid et Squeeze, mais bon, elles avaient quand même un petit peu joué avant de mourir. Elles avaient fait la J1 presque dans leur entièreté. Elles sont quand même mortes sur la première mi-temps de mémoire. Mais bon, elles avaient fait quelques tours. Voilà, le Blitzer Slan qui meurt tour 0 sur Blitz, c'est juste magnifique. Franchement, ça mérite une brève. Après, il y en a d'autres. Hein, il y en a d'autres qui sont morts rapidement. Alors, peut-être pas aussi rapidement que le Grand ou le Gland, je ne sais pas comment on l'appelait. Mais d'autres qui ont rapporté pas mal de points. Hein. Premier joueur compé à mourir, c'est le Big 1, et ça rapporte des points, le Big 1 de Johnny, Velociraptor, 110 000 points aussi, un Big 1 compé qui avait déjà blocage, c'est Pedro et la Reine qui l'ont chopé, hein, bravo. Encore une fois, Alliance en force, Big 1 compé Orc, bim, direct au cimetière, bravo. Mais en réalité, les gars, la plus belle proie de ce début de saison, c'est ni les guerrières Jaguar, ni ce Big 1, ni le Blitzer Slan de Fracasse. C'est tout simplement le guerrier de Nurgle d'Olivier Dulac. 115 000 points qui rapporte à Nicap et le propre, évidemment. Et lui aussi, ça c'est magnifique aussi. Il meurt sur agression au début du match, tour 1 il me semble. Tour 1, guerrier Nurgle mort. Bim, direct. Ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'une brève sur le site. Franchement, Nicap est le propre, énorme. Quelle raclure ces des petites raclures ces mecs, je vous jure. Tout au talent, c'est tout. Après, il y en a d'autres qui arrivent. Hein. Par exemple, PJ, ton petit troll, tu crois que je ne l'ai pas vu, hein? On en parlera dans une autre vidéo. Hein. Attention, hein, la police, elle veille. Il n'y a rien qui m'échappe. Hein. Je vois tout, hein, PJ. Hein. Je l'ai vu ton troll, hein. T'inquiète pas. Bon voilà, j'en termine là. Ça fait déjà une belle et longue vidéo. Je crois qu'on a vu la globalité de ce qu'il y avait à voir. Pour moi, c'est un début de saison en transition. On est moins bon qu'il y a 2 saisons, alors qu'on a pour l'instant, hein, alors qu'on a effectivement la même composition du championnat en termes de roster. On fait moins bien, mais je pense qu'on arrivera à perfer mieux. Ce qui me rassure, c'est qu'il y a une augmentation des stats certaines, légères mais certaines, entre la J1 et la J3.
Donc voilà, ça fait déjà une vidéo longue, donc je m'arrête là. Je vais essayer dans la prochaine vidéo de compiler la J4 et la J5. Et ensuite, on fera une vidéo de résumé du total du premier tiers de la saison. Alors en vrai, vous me connaissez, ça ne fera pas une vidéo, puisque je vais faire une vidéo générale sur le stade premier tiers, et puis après une vidéo spécifique par coach pour vérifier et voir les perfs par rapport à ce qu'on avait estimé, ce que l'algo de Duda avait estimé des performances de chacun en début de saison. Bon, bref, je vais essayer d'en faire plein de vidéos. Il y a les vacances qui arrivent bientôt, donc on va arriver à faire ça sur le courant du mois de décembre. Vous inquiétez pas, les gars. Tel que vous me connaissez, vous savez que tout cette attente qui arrive à point, n'est-ce pas ? Tout arrive à point qui sait attendre. Tout or ne brille pas. Je sais plus. Enfin bref, les gars. Voilà. Je m'arrête là. Allez. À ciao tout le monde. On se voit dans une prochaine vidéo. Salut. Et d'ici là, suivez-nous bien dans les histoires des petites raclures qui vont arriver aussi. Le week-end, c'est un week-end prolongé, donc on arrivera à sortir aussi une vidéo sur les petites raclures de la vitesse. Allez, salut tout le monde. Ciao. Bise. Et surtout, jouez bien. Et agressez bien. Et faites-moi des sorties.